Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'Autre Journal. Nous voici encore sur le plateau de votre émission préférée, l'Autre Journal. Après quelques semaines de pause, merci de nous suivre avec nos invités qui sont sur ce plateau. Mais avant de commencer ce débat, une petite mise au point, un petit communiqué. Voilà, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nos pages et nos comptes font l'objet des attaques, des hackers. Donc, depuis ce jour-là, nous sommes à pied d'œuvre, notre équipe technique est à pied d'œuvre pour sécuriser ces pages-là. Les individus sont en train de publier des choses obscènes sur ces pages-là. Et si vous voyez, vous qui nous suivez, nos chers lecteurs, fidèles amis de l'Autre Journal, vous voyez ces vidéos sur nos pages, ce n'est pas nous qui les avons publiés, mais c'est l'œuvre des personnes mal intentionnées, malveillantes, qui ont publié ces vidéos sur nos pages. Donc, nous présentons toutes nos excuses pour ces vidéos qui sont arrivées sur les pages YouTube. Entre-temps, elles ont été supprimées par nos équipes techniques. Merci. Ils sont toujours à pied d'œuvre pour sécuriser ces pages-là. Merci beaucoup pour la compréhension de tous et de chacun. Voilà, sur ce plateau, avec nous, pour cette émission, L'Autre Journal, nos invités Francisco Napo-Koura. Francisco, bonjour. Oui, bonjour Isidore. Bonjour à tous les chaleureuses téléspectateurs de l'Autre Journal. Voilà. On se retrouve sur ce plateau après quelques semaines d'absence. Voilà. Sinon, ça va. Oui. Ça va. D'accord. On se voit comme un Togolais. Ah oui, comme passer parce que nous sommes dans le mode de résilience. Voilà. Résilience ou résiliation, les deux mots de paix. Je rappelle que Francis Napo-Koura, il est le directeur de publication du journal Tampa Express, ce bimensuel qui est encore dans le kiosque. Notre second invité, vous le connaissez, c'est je l'appelle le plus philosophe des journalistes. Luc Abaki, Luc, bonjour. Alors, bonjour à Napo, bonjour à tous ces internautes qui à chaque fois se mobilisent pour nous faire ce plaisir de nous suivre. Que Luc, il est journaliste, chroniqueur et analyste politique. C'est avec les deux invités que nous allons débattre des sujets que nous avons préparés pour vous cet après-midi. Voilà. En fin de semaine dernière, le gouvernement avait publié un communiqué dans lequel on a constaté des mesures qui ont été prises pour lutter contre la vie chère qui décime la population togolaise. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour décortiquer, pour voir un peu avec la loupe de journalistes, en quoi consistent ces 10 mesures-là. D'abord, la question que je voudrais poser à mes invités, d'abord à Francis, la dernière fois, quand nous voyons la une de tous les journaux sur les réseaux sociaux, on parle de 10 mesures de le gouvernement. Oui, le gouvernement ou l'État togolais, le premier responsable du pays, c'est le chef de l'État Faure Gnassingbé. Et donc, toute mesure qu'il prend, c'est au nom de la nation togolaise. Et peut-être que cette fois-ci, il y a une particularité GER. Au fait, ce GER, il ne faut pas le situer dans le contexte d'aujourd'hui. Parce que je me souviens, je crois que c'était en 2020, lors de
de la présentation du rapport, je crois, du business, le chef de l'État s'adressant à l'assistance les ministres, le Premier ministre et tout, il disait qu'il a été apostrophé par, bien même notifié par les associations des consommateurs sur la vie chère. Et il a bien dit que je ne peux pas prendre des mesures sociales tant que l'argent qui vient, quand vous gérez mal. D'accord? C'est-à-dire que le chef de l'État se met, disons, lui, il amène, il fait tout pour négocier des accords ou bien des financements. Mais si l'assistance, c'est-à-dire que les ministres et tout, si les gens gèrent mal, il ne peut pas faire du social. C'est-à-dire que ceux qui gèrent mal, il le sait, et lui-même, il les avertit. Donc, ce qui dit que le jeu, ce n'est pas aujourd'hui, il sait plutôt se situer lorsque le mouvement s'y prête. Et ça, on peut dire que c'est une bonne chose. Et à partir du moment où lui-même, il insiste qu'il a fait, donc ça veut dire que nous allons voir aussi les impacts et quitte à lui également d'en tirer les conséquences. Merci beaucoup, Francis. Oui, bien vu toutes ces mesures-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors écoutez, je pense que sur ce plateau, à plusieurs reprises, nous avons eu à décrier l'apathie, l'indifférence, l'immobilisme d'un gouvernant face à toutes les difficultés auxquelles la population fait face. Nous avons toujours eu à nous référer à d'autres pays de la sous-région qui s'empressent toujours à chaque fois de prendre des mesures parfois anticipatives, parfois créatives, mais quand même dans une forme de célérité qui montre qu'ils sont attentifs, voilà, aux problèmes, aux divers problèmes qui se posent à leurs concitoyens. Donc nous étions à la limite réduits à une forme d'impasse lorsque nous constatons que les mesures ne venaient pas ou elles venaient à compte-gouttes ou avec une allure qui n'était pas de nature à rassurer justement le citoyen. Bon, donc aujourd'hui, le président de la République en personne décide d'une dizaine sinon de 10 mesures qu'il assume, puisqu'il a délégué son ministre des Finances, ce qui n'est pas n'importe quoi. Ça aurait pu être lu par le porte-parole du gouvernement ou une autre personne. Donc, si le financier du pays a été délégué par le président de la République pour venir délivrer au public togolais des mesures qui ont été prises par le président de la République, c'est-à-dire le premier concerné par la vie et le devenir de la population togolaise, on peut considérer que bon, mais c'est une responsabilité qu'il entend assumer totalement. Donc, à partir de cet instant-là, nous, en tant qu'observateurs et puis citoyens, supposés être bénéficiaires donc de ces mesures, nous ne pouvons qu'être dans l'expectative de la suite concrète qui sera donc donnée à ces mesures-là. Mais cela ne nous empêche pas non plus, je pense que c'est pour ça que nous sommes là, nous évoquons le sujet, d'aller dans le fond et d'analyser, si vous voulez, les contours, la pertinence, l'intérêt de ces mesures. Et puisque vous me posez la question de savoir ce que je ressens ou le regard que je porte sur ces mesures, en les analysant de la première mesure à la 10e, on se rend compte qu'en fait, il s'agit des dispositions palliatives, conjoncturelles, pour circonscrire une situation circonstancielle. Je pèse bien mes mots. Voilà. Et de manière à au moins maintenir le citoyen à un niveau de vie raisonnable, non pas pour l'épanouir, pour l'amener à changer de niveau de vie, puisque le communiqué même dès son entame dit qu'on veille au bien-être, à l'inclusion et à l'harmonie sociale,
Mais c'est beaucoup plus pour faire face à la vie chère qui est devenue insupportable. Nous reconnaissons tous qu'elle n'est pas spécifiquement togolais, puisqu'il s'agit des contingences extérieures et d'un certain nombre d'éléments et tout ça. Néanmoins, ces mesures-là sont purement conjoncturelles et palliatives. Et donc, le président de la République a décidé de personnaliser donc, ces mesures-là. Sauf que j'ai le sentiment qu'il s'est finalement présenté comme un homme providentiel qui trouve des solutions personnelles à un peuple. Et dans ces conditions-là, je pense que c'est discutable. C'est discutable parce que les ressources qui seront allouées à ces mesures sont l'émanation du travail de la population. Il me semble que c'est pour cela qu'au bout du communiqué, il exhorte les Togolais à plus d'ardeur au travail, à la solidarité et à l'entente pour pouvoir mutualiser les énergies et donc assurer le développement de notre pays en ces temps de crise. Donc ça veut dire que de façon tacite, il insinue qu'il a reconnaissance qu'en réalité, c'est le labeur du peuple qui donne la marge aux dirigeants d'avoir les ressources qu'on met à sa disposition et qu'il les alloue dans tel ou tel domaine selon les circonstances, selon les urgences, selon les besoins du monde. C'est les fonctionnaires. Et avec le temps, le chef de l'État a compris que on a encore mis, c'est-à-dire les personnes là dans des problèmes. Et ce qui fait que, disons, à mi-parcours, l'État a suspendu, et même, je crois, dans ces mesures, l'État a décidé de faire grâce, n'est-ce pas, disons, ces avances sur salaire aux fonctionnaires. Et là aussi, il faut voir les circonstances du pays. Est-ce que le pays a des ressources? D'accord? Parce que c'est très important lorsque on parle de ces mesures, on évoque des milliards, alors que nous roulons sur un budget, sinon des budgets annuels qui cumulent des déficits et qui sont pratiquement financés par des ressources externes, à savoir la dette externe. Je vous rappelle que même en 2022, le Togo fermait avec disons, la dette intérieure et la dette, les encours de dette. En 2022, ça faisait, je crois, 2900 milliards. Ça fait plus de 60% du PIB. Donc c'est dans ce contexte que la vie s'est accentuée. Il fallait y apporter des mesures. Et on apporte des mesures. On va voir à quel moyen l'État va financer ces mesures. Et la première des mesures, augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires, pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'on a augmenté les salaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est augmenté sur les salaires. Non, mais j'ai suivi un peu le ministre-parole du gouvernement dimanche sur New World TV, qui expliquait qu'en fait, le salaire, il se présente sous deux volets. Il y a la partie indiciaire et la partie indemnité. Et donc, l'augmentation de 10% concerne la partie indiciaire, c'est-à-dire que lorsque vous commencez, vous êtes employé ou admis dans l'administration publique, vous commencez avec un indice. Donc cette augmentation vise justement votre indice. Et c'est à ce niveau qu'il y a une augmentation de 10%. Mais en tout état de cause, on dit oui, c'est vrai, la meilleure femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, nous considérons que si l'État du Togo, sinon le président de la République, est réduit à prendre ces mesures-là, juste une augmentation de 10% à ce niveau, c'est parce qu'il ne peut pas faire mieux. Ou sinon, il ne peut pas faire mieux. Et s'il ne peut pas faire mieux, cela suppose en fait que les ressources disponibles ne sont pas conséquentes. C'est-à-dire qu'il n'a pas la marge qu'il faut pour inventer ou fabriquer ou décréter une capacité dont il ne dispose pas. Encore que
le pays est déjà suffisamment endetté et que même sans les augmentations, le pays, pour fonctionner, était obligé de recourir de façon presque sempiternelle à des emprunts obligataires, à des dettes par ici, par là, auprès des partenaires et tout. Cela veut dire que les finances de l'État sont alitées. Après avoir établi donc ce constat, il va falloir, voilà pourquoi je dis qu'on a eu des solutions conjoncturelles et tout, mais il nous faut aller vers les solutions structurelles qui permettent d'augmenter la capacité de résilience de l'État, la production intérieure, la création de la richesse, qui participe précisément à épanouir, non pas les fonctionnaires seulement, mais l'ensemble des citoyens pour lesquels les gouvernants sont là. Et c'est à ce niveau, en fait, que se situe le vrai débat. Comment les gouvernants vont-ils s'y prendre pour pouvoir activer les leviers structurels qui permettent la création effective de la richesse, qui va participer à juguler ces petits problèmes que, en réalité, pour un État, 22,5 milliards, ça ne représente absolument rien. Même quand on dit, quand cumule tout, on dit ça fait 90 milliards, pour un État, c'est une blague pour un milliardaire, comment dire, nigérian, ou béninois, ou je ne sais pas. Donc, mais voilà. Mais on se rend compte que c'est l'État même suffoque. Et lorsqu'il le fait, le président de la République est obligé de personnaliser le communiqué. Ça veut dire que c'est un vrai trophée de guerre qu'on vient donc d'amener à la population. Alors que, je pense qu'il a parlé de l'augmentation de plus de 70% du prix du gaz. Si on a de l'augmentation à un niveau plus élevé, plus de 10%, plus de 15%, 30%, 50%, et que les appuis qu'on apporte aux fonctionnaires seulement en plus, et se situe dans la marge de 10%, ça dit que c'est vraiment une palliation, c'est un geste tout simplement, peut-être de bonne volonté, mais qui en même temps oblige les dirigeants à comprendre qu'on a besoin de leur capacité à faire mieux. Il y a la volonté, c'est sûr, mais le citoyen a besoin de la capacité de l'État à faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Ah. Merci beaucoup. Oui, Francis, bon, j'ajoute que même dans la validation nationale de 5% de la partie de retraite pour les républiques, les civils et les militaires, ce sont seulement les fonctionnaires qui font la question. C'est les chouchous de l'État. En fait, vous voyez, c'était quand vous prenez le budget, par exemple, vous avez plus de la moitié du budget qui vient des ressources fiscales. D'accord? Qui vient des ressources fiscales. C'est le secteur privé qui produit. Bien sûr, 10%, ça va impacter même sur la retraite des gens, parce que ça fait une augmentation, vraiment, c'est pas comme avant, où on avait dit on donne 30 000 euros et finalement après on coupe. Non, ici, ça va quand même agir sur la retraite des gens. Mais vous avez parlé des retraités, 5%. Oui, mais les retraités, au fait, d'autres monde tentent à dire des maltraités. Mais quand vous êtes en face des retraités, même ils sont des maltraités. D'accord? Les gens cotisaient pour les vieux jours. Mais arrivé, c'est avec leur argent qu'on investit à construire des villas ici et là, pour encore des gens qui ont des moyens. C'est avec leur argent qu'on finance ici et là, disons, des brasseries. Est-ce que vous voyez? Mais normalement, ce n'est pas 5%. D'accord? Imaginez pour quelqu'un qui a 3 000, 5 000, bien 10 000, 3, disons 5%, ça fait combien? Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, pour les retraités, il faut une mesure, vraiment, sinon des mesures adéquates. D'accord? Parce que leur argent, ils ont cotisé, l'argent est déposé dans les institutions financières qui ont généré des intérêts pendant des années. Même, je dis, on investit pour construire des maisons qui sont vendues à des milliards, des millions. D'accord? Donc, par conséquent, on doit revoir, n'est-ce pas, les retraités, leurs augmentations. Maintenant, lui qui a parlé, pour financer, je viens de dire que nous sommes, c'est-à-dire que c'est avec les impôts qui constituent la grande partie des richesses de notre pays. Ça ne devait pas être le cas. Quand
voyons même les documents stratégiques de l'État jusqu'à l'année 2025, on constate qu'il n'y a pas des investissements productifs. Tout ce qu'on voyait, c'est pratiquement la construction du corps, remboursement des dettes. Ça veut dire que d'ici 2025, nous ne sommes pas en mesure de relancer notre agriculture, qui constitue, n'est-ce pas, un levier pour la relance de l'économie. Quand il relance de l'économie, c'est que l'agriculture relance. Nous tirons vers l'agroalimentaire, vers les industries. Et il faut que les gens produisent. Il faut investir dans ce domaine. On ne va pas le garder. Donc, vous voyez, financer les besoins de l'État avec la dette extérieure et la dette intérieure, parce qu'on doit aux entreprises prendre le cas qui ne peuvent pas continuer de rouler normalement. Donc, ça veut dire qu'on se fait encore du mal. Donc, comme je dis, 10% oui, ça c'est des acquis, on va applaudir. 7% oui, mais 7% pour nos retraités, ce n'est pas du tout séduisant. Et non, les retraités ont cotisé pour le pays. Je viens de décrire comment leur argent est utilisé. Normalement, 2 fois plus que 5%. Vous l'avez dit, ça ne concerne que les fonctionnaires. Les fonctionnaires atteignent 55 000 sur 8 millions de Togolais. D'accord? 55 000 personnes sur 8 millions de Togolais. Je crois que si on fait le pourcentage, on a 0,0 quelque chose. D'accord? Donc, on n'a pas encore atteint, disons, une grande frange de la population. Parce que la masse, surtout que nous sommes dans un secteur informel, et la masse est beaucoup dans le secteur informel, même les parapublics, je viens de le dire, ce qui est pris comme décision ne concerne que le secteur public. Donc, le parapublic, eux, ils ne sont pas dans cette histoire d'indice, ils sont à partir du SMIC. Donc, quand on parle de SMIC, le SMIC c'est le minimum, le salaire minimum garanti. C'est-à-dire qu'en principe, quelqu'un qui engage un personnel ne doit pas le payer en bas du SMIC. Au moins, le salaire de base, c'est le SMIC 35 000. Maintenant, on peut calculer toutes les retenues, c'est-à-dire que IRPP, maintenant il n'y a plus la taxe sur salaire, IRPP, et puis maintenant on va ajouter les indemnités et autres. Mais la base de calcul pour le secteur privé, c'est le SMIC. Maintenant, après le SMIC, il y a, disons, la grille salariale de l'entreprise qui est pratiquement, par exemple, à Togo Télécom, n'a pas la même grille salariale que la SAT, et à l'aéroport, on n'a pas la même grille salariale que Edi Togo. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque entreprise a une grille qui répond à ses activités. Et parapublic et privé roulent sur pratiquement les mêmes choses. Donc, à partir du SMIC, d'accord, l'augmentation du SMIC n'est pas en tant que tel un problème, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir répondre, n'est-ce pas, au SMIC, soit l'entreprise ralentit les embauches, parce que si vous n'avez pas de l'argent pour payer les gens, vous n'allez pas embaucher, ou carrément, c'est d'autres grilles salariales qui rentrent en jeu. Donc, jusqu'ici, on n'a pas impacté, disons, plus de 7 millions de Togolais par ces mesures. Voilà. Et Luc, Francis a évoqué tout à l'heure l'agriculture. Je pense qu'il faut penser aussi aux agriculteurs avec 7,5 milliards de francs CFA pour stabiliser les prix tout au long de la campagne. Bon, on parle de quelle campagne? Non, attendez. En fait, quand il dit stabiliser, c'est les coûts d'engrais. Voilà. Et dès qu'on avait fixé le coût de l'engrais au Togo en début de campagne agricole, nous étions déjà montés au créneau pour dire on ne peut pas vendre d'engrais à 18 000 francs CFA le sac au Togo, pendant que les autres pays le vendent à 15 000, à 10 000, etc. Même au Mali, on le vend à 10 500, 12 000, etc. Alors que c'est un pays sahélien de l'Hinterland. Or, les produits maliens, par exemple, descendent au port de Lomé
et on parcourt des milliers de kilomètres, ça veut dire qu'il y a un coût supplémentaire qui doit s'augmenter au prix de revenus de ces produits-là. Et donc, il est curieux que le Togo puisse vendre son engrais à 18 000 francs CFA le sac, pendant que le Mali le vend à moins de 12 000 francs. Vous voyez? Donc, si on dit que c'est pour stabiliser, ça veut dire que ce n'est pas en fait pour diminuer le coût connu. Ça veut dire qu'il y a même un risque d'augmentation. Et c'est parce qu'il y a un risque d'augmentation qu'on donne une subvention pour stabiliser le prix. Il en est de même du gaz et du pétrole. Où on dit que pour les carburants, on met 30 milliards de plus, puisque la subvention était de 7 milliards et quelques. Donc on met 30 milliards pour permettre de maintenir les prix à leur niveau actuel. Vous voyez? Donc en tout état de cause, c'est pour ça que je dis que les mesures en question, elles sont à saluer, oui, mais elles n'ont pas pour objectif de changer ou de contribuer à changer le niveau de vie du citoyen, mais c'est d'empêcher qu'il ne se dégrade totalement au point où on n'aura même pas la possibilité de survie. Vous voyez? Et tout cela, il est clair que c'est parce que l'État, dans l'état actuel des choses, n'est pas capable de faire mieux. Mais pourquoi il n'est pas capable de faire mieux? C'est ça la vraie question. Ça veut dire que, d'une part, les choix politiques qui ont été faits depuis des années n'ont pas permis, justement, de créer une richesse nationale assez puissante. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas orienté l'investissement des ressources du contribuable togolais vers des pôles constructifs, des pôles à forte croissance, comme l'agriculture par exemple, comme la culture, comme l'agro-industrie, etc., etc., etc. Donc, c'est l'occasion pour nous. Vous voyez, les crises en réalité doivent normalement amener nos gouvernants à revisiter leurs choix politiques, les orientations qu'ils font et qui ont donné les résultats que nous avons aujourd'hui et qui nous empêchent justement d'embrayer la pédale du développement économique du pays, de l'évolution et de l'épanouissement de la population. Donc, c'est pour ça dire que l'enjeu en réalité n'est pas dans les prêts qu'on va aller faire pour venir trouver une solution palliative et éviter la grogne sociale, mais c'est dans l'orientation des ressources du contribuable qui sont mises à la disposition du dirigeant. Et c'est à ce niveau que, en fait, le bon sens et la raison nous imposent de comprendre que la plus grande richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. D'abord, puisque Napokura a rappelé tout à l'heure que l'essentiel de l'économie du pays repose sur les recettes. Les recettes, c'est-à-dire une part, les recettes fiscales, une part de la richesse créée par chaque individu est retirée par l'État pour constituer une cagnotte commune dont le but sera d'investir dans l'entretien des domaines qui relèvent du bien commun. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que plus les citoyens ont la possibilité ou même la capacité de créer la richesse, mieux l'État peut espérer avoir plus de recettes fiscales, etc., pour avoir plus de marge. Donc, ça veut dire que sa richesse dépend du niveau d'épanouissement mental, intellectuel, spirituel, culturel des citoyens qui, eux, à partir de leur labeur, créent la richesse nationale. D'où la nécessité pour le dirigeant de travailler fondamentalement sur l'épanouissement du citoyen, de par l'éducation même qu'on donne à la jeunesse, de par la formation, de par les exemples inspirants qu'on donne à la jeunesse, de manière à cultiver en eux, un, l'esprit patriotique, deux, l'engagement pour le travail, trois, la probité morale, la droiture, de sorte que lorsque on vous met à un poste stratégique qui vous met en face des ressources de l'État, donc du contribuable togolais, que vous n'ayez pas la tentation tout de suite de vous approprier cet argent. Parce que l'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est la corruption, mais c'est surtout aussi les détournements et la mauvaise gestion des ressources du pays qui finissent par affaiblir le pays et l'économie du pays, parce que lorsque vous prenez pour vous-même quelque chose qui appartient à l'État et qui aurait pu servir à investir dans un autre domaine, parce que l'argent par nature doit être dynamique, c'est-à-dire il doit toujours être roulé
pour pouvoir générer à chaque fois des intérêts et participer précisément à mettre en confiance les citoyens, etc. etc. Voilà, c'est là où en fait se situe le problème. Et donc quand vous revisitez un peu l'état d'esprit du Togolais, même dans l'appareil de direction de l'État, vous avez comme l'impression que des individus n'ont pas la conscience de leur devoir vis-à-vis de la nation elle-même. Donc lorsqu'ils sont à un poste de décision, ils pensent à eux avant de penser au bien commun. Et donc, c'est parce qu'ils pensent à eux, avant de penser au bien commun et à la création de la richesse commune, qu'il y a des détournements. On est à l'aise à se laisser corrompre ou à corrompre. Et la conséquence immédiate, c'est l'incapacité de l'État à avoir plus de richesse. En même temps que les individus eux-mêmes ne croient pas en eux, n'ont pas cette conscience qu'en réalité, tout ce qui appartient à l'État appartient à chaque citoyen en tant qu'actionnaire incontournable de l'État. Vous voyez? Et ça, c'est lié au genre de discours que le dirigeant sert à la population. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'instant, prenez par exemple le communiqué qui a été lu. Le sentiment que nous avons, c'est que, écoutez, nous avons un dirigeant providentiel qui a le souci justement du bien-être de la population et qui trouve des solutions magiques aux problèmes qui se posent à la population. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce que tout ce qui est donné à la population, c'est ce que la population elle-même génère. Ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire que le dirigeant a beau être visionnaire, a beau être empathique, généreux, etc. Toute sa marge dépend de ce que le citoyen crée comme richesse. Même si c'est des prêts ou des emprunts qui sont faits ailleurs, ils seront payés par le citoyen lui-même. Voilà pourquoi il faut travailler sur la conscience du citoyen. De manière qu'il ait conscience que toutes les fois où il pose un acte positif de bravoure, il travaille consciencieusement et il crée la richesse pour lui et il dégage, il marche pour le fisc, etc. Il contribue justement à l'épanouissement et au développement même du pays. Voilà ce qu'il faut comprendre en fait. Voilà. Lui qui a touché un point très important, la corruption. Tant qu'on n'a pas cette foi pour nous dire que ça c'est public. La dernière fois même Macron a fait un discours pour que le temps de l'abondance du gaspillage est passé. Et même quand vous visitez, je dis, les documents stratégiques de l'État togolais, c'est bien écrit même que l'État doit réduire certains niveaux. Est-ce que c'est ce qu'on voit? C'est très important parce que quand vous servez un discours et que vous faites autre chose, c'est que la population ne croira pas. L'éducation, c'est très important. Aujourd'hui, on parle de subventionner la stabilité du prix de l'engrais. C'est l'argent qui va permettre encore de financer, sinon de déséquilibrer la balance commerciale, la balance des paiements, puisque vous avez importé de l'engrais. Lui qui l'a dit tout à l'heure, la saison agricole est presque à la fin. Ce n'est pas cette subvention qu'est-ce que c'est les agriculteurs du grand nord. Deuxième saison. Voilà. qui ont déjà certainement le stock d'engrais, puisque aujourd'hui les gens ont déjà fait les semis, c'est déjà arrivé à un niveau. Qui ont subventionné? Est-ce que vous voyez? De deux, l'argent là pouvait permettre de, comme il a parlé de l'école, de réorienter les recherches au niveau par exemple du compostage. Pourquoi nous allons toujours continuer d'importer de l'engrais à coût de milliards et de l'engrais qui, disons, empoisonne le sol et qui empoisonne nos cultures? Parce que jusqu'ici, on n'a pas des analyses qui démontrent que les engrais qu'on nous importe ne sont pas toxiques à nos produits. Et c'est très important. Donc, on pouvait réorienter ces sous vers disons l'industrie locale en matière de compostage, tout ce qu'on met dans le compromis subventionné et de l'engrais. Comme est ce marché d'engrais libre, celui qui veut aller importe son engrais, que l'État sorte dedans. Donc, ce qui veut dire que nous aurons à développer des façons de cultiver, disons presque bio, et donc propre pour la santé, donc la sécurité alimentaire. Est-ce que vous voyez? Donc, personne n'est contre les mesures, mais c'est comment ces mesures, comme je viens de le dire, le cas de l'engrais ou la période agricole
est presque conjuguée. Au passé, les gens ont déjà fait des souvenirs en train de finir, et maintenant cet argent est débloqué. Maintenant, est-ce que c'est pour la saison prochaine ou comment est-ce que cet argent va servir à, à stabiliser le prix de l'engrais? Il y a quelque chose, le problème de l'engrais, nous l'avons commencé depuis le début de la période agricole, où ils ont sorti des stratégies ou bien des procédures qui ne permettaient pas aux paysans d'avoir l'engrais. Au contraire, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui prennent de l'engrais pour aller vendre soit au Ghana, ça fait 25 000 francs ou presque 30 000. Donc, ils ont des réseaux, c'est eux, et nous, on l'avait même dit au cours même d'une émission qu'il y a des magasiniers au moment où le ministère de l'Agriculture ne mettait pas l'engrais à la disposition, faisait la rétention de l'engrais. Il y a des individus qui sont des gestionnaires des entrepôts qui sortaient de l'engrais. Certains ont été arrêtés, mutés, c'est ce qu'on a trouvé pour eux. Alors que le problème de la gestion des biens de l'État se pose. Et c'est le citoyen qui met les moyens à disposition. Mais ces citoyens, on ne le rend pas compte. C'est ça qui est dommage. Et les fonctionnaires même se comportent comme des dieux vis-à-vis même des concitoyens. Vous prenez par exemple un agent de police qui vous arrête dans le coin de rue, mais ces manières de faire, c'est pas comme c'est nous qui les habillons, c'est pas comme c'est nous qui statuons. Quand vous prenez un agent qui est devant vous, peut-être c'est le dessous qu'il a acheté, le reste c'est non. Alors que le fonctionnaire même n'est pas habillé. Le fonctionnaire n'est pas financé, n'a pas de prime d'habillement. Mais voilà, pour le déplacement. On fait tout pour les mettre plus ou moins à l'aise, d'accord, mais la redevabilité vis-à-vis des concitoyens n'est pas aussi à la table. Je crois que le point qu'il évoque en ce qui concerne les simples mutations des gens qui se sont rendus quand même coupables d'un acte délictueux sont un révélateur de ce que j'appelle en général la complaisance dans la gestion des affaires de l'État. Et cette complaisance est particulièrement nuisible et à tout point de vue. Pourquoi? Vous savez, la gouvernance d'État ne peut avoir d'impact réel que si elle incarne des valeurs, des principes qui servent en même temps d'exemple. Lorsque vous êtes complaisant vis-à-vis d'un voleur, ça veut dire que de façon tacite, vous êtes en train d'estimer que le voleur est plus important que le bien commun qu'il doit défendre dans l'intérêt de tous. Vous savez, dans nos cultures, je crois que l'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est d'avoir renoncé à ce que nos sociétés de base nous ont légué comme modèle de vie, d'organisation sociale, principe essentiel permettant de vivre, régulant même la vie sociale. Dans notre culture, je suppose que c'est le cas pour tout le monde, lorsque quelqu'un vole un bien d'autrui et on l'arrête, tout le village se mobilise pour d'abord le bastonner, ensuite le huer, on l'amène même à la place publique pour le huer, ensuite le juger et lui assigner des travaux à titre correctif. Pourquoi? Parce que le vol n'est pas une valeur. Donc, c'est un acte immoral qui ne permet pas de vivre ensemble et qui ne permet pas aussi de donner un sens à la fierté que l'on acquiert à travers le travail. Ça veut dire que ce qu'on promet dans la société, c'est le travail. On exalte le travail comme une valeur et la fierté de l'individu, c'est quand il travaille et il finit par générer de la richesse qui montre que il est actif, productif et qu'il impacte la vie sociale à travers son œuvre. Maintenant, si au sommet de l'État, du moins l'appareil de direction de l'État, on est prêt à composer avec des gens qui se rendent coupables du vol, ça veut dire qu'on promeut l'immoralité. On promeut des actes indécents qui ne sont pas des valeurs. Or, la gouvernance
Vous savez, un dirigeant, normalement, c'est un modèle. Donc, ça veut dire que le jeune qui voit, qui apprend que quelqu'un a volé et qu'on lui a rien fait, est susceptible alors à son niveau de voler. Parce que finalement, ça veut dire que c'est ce qui est promu. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir toutes les peines possibles, même quand vous avez la volonté de mieux faire ou d'envisager le bien-être de la population, vous n'avez plus les manettes. Parce que les citoyens ne sont pas conditionnés moralement, culturellement, pour se mouler dans une vision qui permette de cultiver une conscience nationale autour des valeurs. Voilà le vrai problème. Voilà pourquoi un dirigeant ne peut pas être complaisant avec des actes délictueux de cette nature. On va penser peut-être que c'est anodin, peut-être que c'est un frère du ministre, c'est un cousin, c'est un proche. Bon, voilà, on ne peut pas le punir. Or, c'est en punissant qu'on donne l'exemple. Et qu'on dissuade tout projet de vol, de détournement, en tout cas d'actes irresponsables, qui sabotent le processus de création de la richesse commune. C'est tout le vrai problème qu'on a. Et donc, du coup, quand je vois les dirigeants sont contraints de recourir à des mesurettes de cette nature-là, et où on fait une propagande inouïe, alors qu'en vérité, cela ne participe pas à provoquer le déclic d'un changement ou d'une évolution substantielle de la population, ça me cause un problème. Parce que les nations qui sont évoluées aujourd'hui, que nous appelons les grandes nations, les puissances du monde, ont dû faire une marche à partir de leurs valeurs culturelles endogènes, à partir des éléments qui permettent de vivre ensemble, à partir du processus qui permet la création d'une richesse nationale commune et donc qui permet une répartition plus ou moins équitable et où tout le monde est heureux d'appartenir quand même à un creuset national. Donc ce n'est pas le cas où on a seulement des individus qui s'affirment, qui sont libres de tous leurs actes. Il y a un laisser-aller, mais je veux vous dire, le président peut avoir tous les génies. Il peut faire tous les prêts du monde. Le résultat qu'il attend, il ne va pas l'avoir. Parce que ce n'est pas lui qui va implémenter les projets. Ce n'est pas lui qui va aller initier des choses, conduire les gens, mener les gens vers un résultat probant. Donc, les gens avec qui il doit pouvoir travailler, il faut qu'ils travaillent sur leur état d'esprit. Il faut qu'ils participent par son action à conditionner leur esprit, à faire une programmation mentale qui les oriente vers la culture de l'excellence, la culture du résultat, l'impératif d'aller de l'avant. Est-ce que vous avez le sentiment, honnêtement parlant, que notre société est en train d'évoluer, ne serait-ce que sur le plan des valeurs, tout simplement. Lorsque les valeurs morales ne sont pas un critère fondamental qui gouverne la vie d'une société, il y aura une déchéance totale de tout. Les gens ne seront pas en mesure d'être productifs parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'être productifs si le raccourci du vol est aussi plus efficace et aussi autorisé. C'est ça le vrai problème. Donc toutes ces mesures-là, point par point, c'est pour ça que je dis, elles sont juste conjoncturelles, palliatives et tout ça, elles traduisent la volonté du président de la République, mais elles ne sont pas une solution. Voilà, merci beaucoup Luc, merci beaucoup Francis pour cet développement. Il y a une mesure dont on n'a pas parlé ici.